Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Je voudrais aujourd'hui que nous puissions ensemble redécouvrir ou découvrir pour certains un arbuste qui est très commun, sauvage, qui a été suffisamment utilisé dans l'Antiquité pour prouver son importance et l'homme s'en est servi de manière assez abondante. Je suis devant aujourd'hui des noisetiers. Le noisetier est un arbre, est un arbuste exactement plutôt, parce que c'est un arbuste qui globalement possède des dimensions qui ne dépassent guère 4-5 mètres de hauteur. Il forme, comme vous le voyez ici et sur ces quelques images, des pieds sur lesquels de nombreuses branches, j'allais dire, mais ce sont des troncs en fait, sont des troncs qui sont relativement longs, qui sont souples, qui se courbent un petit peu avec la distance et le poids des feuilles et des branches qu'elles portent, qui donnent une espèce d'impression d'arche quand on est dessous. Il faut bien distinguer la différence entre le noisetier sauvage, en latin Corylus hauelana, appelé aussi coudrier anciennement, et les noisetiers de culture sélectionnés pour donner une très grande quantité de noisettes de gros calibre, comme ici, en Italie, pour faire partie de la recette du Nutella. Ici, un des monstres qui sert à ramasser les noisettes. Le voici en action. Du bruit, de la poussière. Des brosses nettoient et ramasse les noisettes tombées au sol pendant qu'un aspirateur les transporte dans une machine qui va les nettoyer. Elles sont ensuite déposées dans la remorque qui suit ce gros appareil. Donc le noisetier est un arbuste qui a été énormément utilisé. Alors son intérêt est relativement grand sur le plan alimentaire parce que on peut utiliser ces feuilles au printemps lorsqu'elles sont assez jeunes pour pouvoir les consommer crues, pour ceux qui ont vraiment envie de manger quelque chose de cru. Sinon cuit, c'est déjà plus intéressant, plus comestible pour la majorité des gens. Autre chose, au début, on va dire au début de l'automne, eh bien, on peut ramasser ces fruits qu'on appelle des noisettes qui contiennent, enfermés dans une espèce de grosse bogue en bois presque, quelque chose de très costaud, une graine assez importante qui est très très nourrissante. Elle contient à peu près 50% d'huile et une grande quantité de protéines. C'est une graine qui a été beaucoup utilisée. On peut s'en servir comme farine, on peut s'en servir, si vous voulez, comme fruit pour pouvoir orner des desserts et des plats, pour mettre dans des crudités. Ce sont des fruits qui apportent énormément de protéines et d'acides gras insaturés qui peuvent permettre d'ailleurs d'équilibrer des plats. On utilise aussi, et c'est pour ça que je suis devant à cette époque de l'année, puisque là nous sommes fin janvier, on peut aussi utiliser dans sa consommation ce que vous voyez pendre ici, qu'on appelle des chatons. Les chatons, ce sont, en gros, ce sont une partie de ce qui permet à cet arbre de se reproduire. C'est la partie mâle de l'appareil reproducteur de cet arbre. Ce sont en quelque sorte des espèces de petites grappes qui pendent. Alors ce sont des grappes qui sont par, on va dire, entre 4 et 5, voire jusqu'à 7 grappes qui pendent, dans lesquelles, sous des écailles, se trouvent des fleurs qui sont essentiellement mâles. Donc elles produisent du pollen. Ce qui fait que lorsque vous secouez un tout petit peu les chatons et qu'elles contiennent du pollen, eh bien elles se mettent à projeter ce pollen dans l'atmosphère. Ce pollen est emporté par le vent, surtout vers les autres arbres, les autres noisetiers qui sont un peu plus loin. Pourquoi ? Parce que la particularité de cet arbre, c'est de ne pas pouvoir se reproduire par lui-même. C'est-à-dire que les fleurs mâles qui sont ici ne peuvent pas polliniser la partie femelle qui se trouve aussi sur cet arbre. Et vous verrez tout à l'heure que la partie femelle, on va dire, pour être plus simple, les fleurs femelles de cet arbre, vous verrez, sont très très particulières. Et je vous invite à l'observer car c'est assez fabuleux. Donc, le pollen de
ces chatons est emporté pour pouvoir inséminer les autres arbustes. Sinon, lui-même ne peut pas le faire. Souvent dans la nature, certains végétaux utilisent cette stratégie pour éviter de s'épuiser sur le plan génétique. Et effectivement, c'est un petit peu comme ce qui a été fait dans le temps, c'est-à-dire que lorsque les familles se reproduisent entre elles, on arrive à la fin à avoir des descendants qui sont assez dépréciés sur le plan génétique. Eh bien la nature, pour éviter cela, qu'est-ce qu'elle fait? Elle empêche l'arbre de se reproduire par lui-même. Et donc, cela conduit à devoir réceptionner le pollen d'autres noisetiers ailleurs, afin que ceux-ci puissent rendre fécondes les fleurs qui vont être ensuite produites à l'intérieur des bourgeons. Alors vous verrez, les bourgeons contiennent ce qu'on va appeler des fleurs femelles, et sont elles qui vont produire et des noisettes, mais elles vont produire aussi des feuilles. C'est quelque chose d'assez fabuleux d'ailleurs. Alors ces bourgeons, pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, enfin ces bourgeons, ces chatons, se consomment. C'est-à-dire que là, vous pouvez en ramasser autant que vous voulez et vous pouvez ensuite les consommer. Il y a différentes façons de les consommer et sur internet, j'ai même vu des gens qui proposaient des façons d'en faire des friandises au chocolat qui, alors à la vue, qui avaient vraiment l'air exquises. Alors je ne suis pas un pâtissier ni un confiseur de métier évidemment, mais lorsque je vois ça, par contre, je deviens facilement un consommateur de confiserie. Alors j'aimerais qu'on parle ensemble de cette manière que possède cet arbuste de se reproduire. Je vous ai dit que ces chatons sont la partie mâle donc de la reproduction de cet arbre. Et il possède ensuite au niveau des branches, si vous l'observez, de nombreux bourgeons dans lesquels certains possèdent quelque chose qui apparaît comme étant légèrement rouge. Si on le regarde de près, on s'aperçoit que ça forme comme une espèce de pieuvre qui sortirait ses tentacules. En fait, cette partie du bourgeon est une partie de la fleur femelle du noisetier. Alors on ne peut pas vraiment parler de fleur, car cette partie qui ressort de ce bourgeon n'est que les stigmates, c'est-à-dire c'est la partie terminale de la fleur. Il n'y a pas de pétales dans cette fleur si vous voulez. Et cette fleur, elle est contenue dans ce bourgeon. Et ce bourgeon, mieux encore, ne sert pas simplement qu'à contenir ce qui va produire la graine, c'est aussi un bourgeon qui va donner des feuilles, et ce bourgeon, une fois que les fleurs auront été fécondé, une fois que le pollen se sera déposé sur ces stigmates et qu'il va commencer à germer, eh bien ce bourgeon va légèrement s'allonger et va produire des feuilles, les feuilles caractéristiques de tous les noisetiers. Alors ce qui est original dans cette façon de se reproduire, c'est que on appelle fleur du noisetier ce qui n'est autre que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on appelle des stigmates. Alors les stigmates, qu'est-ce que c'est? C'est la partie qui récupère le pollen. Et pour vous donner une idée un petit peu, si vous connaissez les crocus, et en l'occurrence le safran, eh bien ce qu'on récupère, qui sert entre autres à aromatiser, ce sont les stigmates du crocus. Et on appelle ça du safran. Ce sont ces espèces de petites chevelures colorées qui servent à récupérer le pollen qui est la partie mâle donc, de la plante, qui sert à féconder la partie femelle qui donnera ensuite la graine. Alors ces stigmates en général, alors c'est aussi valable pour le noisetier que pour d'autres arbustes, mais aussi beaucoup d'autres plantes. Ces stigmates en général sont revêtus d'un espèce de petit mucus qui sert à coller le pollen, parce que le pollen c'est assez sec, et lorsque ça vient se déposer dessus, eh bien grâce à ce mucus, pouf, ça se met à coller, et à ce moment-là seulement, la germination du pollen commence à se faire, ce qui permet d'introduire ce germe à l'intérieur de la fleur, et permet ensuite l'explosion de la graine qui donnera ensuite un fruit. Alors, sur le plan thérapeutique, c'est un arbre qui n'a pas été beaucoup utilisé parce que
ces propriétés, en tout cas de manière très classique et de manière très facile, ne sont pas vraiment gigantesques. On a remarqué par exemple que l'écorce des racines était fébrifuge, mais ce n'est pas si facile que ça de creuser la terre pour récupérer l'écorce de l'arbre. Les feuilles permettent en tisane de donner une tisane qui est à peu près bonne. Elle a des propriétés qui sont légèrement adoucissantes au niveau articulaire et elle a aussi une action intéressante sur le système pulmonaire. C'est peut-être la propriété la plus importante que possède cet arbuste sous sa forme de macérat glycériné, c'est-à-dire qu'on utilise les bourgeons de cette plante afin de faire un macérat glycériné qui sert à diminuer les articulations douloureuses. Et on comprend un petit peu lorsqu'on voit que cet arbre est un arbre qui a été utilisé surtout grâce à son bois qui est et souple et très dur en même temps. C'est un arbre qui a été utilisé entre autres pour faire de la marqueterie en ébénisterie. La marqueterie, c'est un art qui consiste à découper des toutes petites languettes de bois très fines, peut-être d'1 millimètre d'épaisseur, et de les coller sur un autre bois de moins bonne qualité afin d'en faire des dessins. Et donc cet arbre a été utilisé, pourquoi? Parce que c'est un bois qui est et dur et souple et qui permet d'avoir de très beaux motifs lorsqu'ils sont collés et additionnés à d'autres types de bois. On l'utilise aussi, alors pour ceux qui font les couteaux, on l'utilise aussi pour faire des manches, puisque c'est un bois qui est relativement dur et qui se travaille assez bien dans ce domaine-là. En trek, on s'en sert beaucoup, surtout pour faire par exemple des paravents, pour faire des objets qui servent à tenir, vous savez, la popote lorsqu'on est au-dessus du feu, etc. Des tas de petites choses comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un bois qui pousse malgré tout relativement vite et qui forme surtout des rejets assez nombreux au niveau du pied, des rejets qui sont assez droits, assez longs, qui peuvent servir à faire des tas de petites choses pratiques. Quand on était enfant, je pense que nous avons tous plus ou moins essayé de faire des arcs et des flèches avec des rejets de noisetier. Je pense que c'est un arbre qui mérite qu'on s'intéresse à lui. Il a la particularité de n'être visible surtout qu'à partir du printemps, mais pour être visible au printemps et pour pouvoir donner le fruit qui va nous intéresser ensuite en automne, eh bien c'est en hiver qu'il se prépare grâce à tous ces petits chatons que nous voyons ici. Et en général, ces chatons, on les repère un petit peu de loin parce que la plupart des arbres sont caducs dans les bois et les forêts. Et ces chatons se repèrent assez facilement de février jusqu'à mars. Alors d'autres arbres font des chatons, ce ne sont pas tous des noisetiers. On a par exemple les peupliers, les bouleaux, etc., les châtaigniers, les chênes qui font des chatons. Mais au mois de février jusqu'au mois de mars, ce sont en général essentiellement les noisetiers, ce qui nous permet ainsi de les repérer un petit peu avant que ceux-ci ne commencent à faire leurs feuilles. Nous avons fait un petit tour d'horizon de cet arbuste qui, je dirais, est vraiment très commun, que nous avons tous plus ou moins accompagné, surtout avant ça se faisait de manière assez régulière, c'était traditionnel à l'automne d'aller ramasser les noisettes et d'en faire des paniers. Ça s'est perdu un petit peu, il y en a encore qui le font, mais c'est quand même une tradition qui s'est perdue. Certaines personnes possèdent des noisetiers qui ne donnent pas de noisettes. Si vous avez saisi un petit peu ce que je vous ai expliqué à travers la reproduction de cet arbuste, eh bien, vous avez certainement compris que pour pouvoir inséminer un noisetier, il faut forcément qu'il y en ait d'autres autour, car il ne s'insémine pas lui-même, il ne peut pas. Donc il faut qu'il y en ait autour de telle sorte qu'il puisse recevoir le pollen d'autres arbres autour. Voilà, donc c'est tout simple. Avant on faisait des haies d'ailleurs avec ces noisetiers. Ce sont des arbustes qui se taillent très facilement, qui permettent ainsi d'avoir des feuilles, pas toute l'année, mais une grande partie en tout cas de l'année, tout l'été, et de pouvoir récolter aussi les noisettes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis d'apprendre peut-être des choses ou de vous remémorer des points que vous connaissiez déjà auparavant. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.